femme d'ombre, femme de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de... La naissance chez les femmes Yamé. Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Aujourd'hui, je vous présente un épisode un peu spécial qui ne se concentre pas sur une seule personne mais sur un groupe de personnes et sur une période particulière de leur vie. Après 2 épisodes centrés sur Véronique Arnault, chercheuse spécialisée dans l'île des Orchidées et son peuple, les Yamé, aujourd'hui je vous invite à rentrer dans l'île des Orchidées des années 70 et 80 à travers les yeux de Véronique Arnault, grâce à un article qu'elle a publié en 1994, L'enfant esprit, la naissance chez les Yamé de Botel Tobago. Botel Tobago est le nom occidental donné à l'île qui s'appelle en chinois Lanhu, donc traduit en français île des Orchidées. Cette île d'environ 45 km² est au large de Taïwan, à égale distance de l'archipel des Batanes des Philippines et de Taïwan. Les Yamé sont un peuple qui vit de la culture du taro, du millet, de la plantation d'arbres fruitiers, donc des tâches qui sont effectuées par les femmes, et d'autre part de la pêche, en particulier la pêche des poissons volants, une tâche attribuée aux hommes. Aujourd'hui, je vais donc me centrer autour d'un épisode majeur de la vie des femmes, qui est celui de l'accouchement, la naissance. Donc, avant la naissance, la première étape, c'est souvent le mariage. Le mariage dans la société Yamé n'est pas une grande fête, elle ne concerne que les époux. Et il y a en particulier un don de viande qui est fait aux morts par peur de leurs esprits, que l'on appelle les anitos. Ce sont les êtres du bas. Et ce sont des esprits qui sont omniprésents dans la vie des Yamé, donc il faut les apaiser. Peu après le mariage, lorsque la femme est enceinte, eh bien, elle va porter une jupe neuve tissée de ramis sauvages de couleur marine et blanc. Donc c'est comme ça qu'elle annonce à tout le village qu'elle attend un bébé. Lorsqu'elle est enceinte, une des premières choses à faire est de contacter une sage-femme. Cette dernière est appelée carrosse, donc celle qui lave, puisque c'est elle qui fait la toilette de la mère et du bébé. Elle est choisie par la future mère à environ 4 mois de grossesse et elle doit faire partie du patrilignage du mari. C'est souvent une femme âgée, expérimentée, qui est elle-même déjà grand-mère. La future mère se rend donc chez la sage-femme pour lui demander officiellement d'être sa sage-femme. Et donc si elle accepte, eh bien le lendemain, elle retourne la voir pour lui offrir des tarots en lui disant « Tu es celle qui me lavera ». Et donc la sage-femme accepte les tarots et la responsabilité de devenir celle qui s'occupera de la femme enceinte. Le surlendemain, le futur père va en forêt couper une racine de banyan pour en faire le manche d'un petit couteau qui servira à sa femme et elle devra le porter pendant toute sa grossesse pour se protéger des anitos, des mauvais esprits. D'autres cadeaux sont faits à la sage-femme, surtout de la nourriture, et celle-ci commence la confection d'un couvre-sein pour la mère qu'elle devra porter jusqu'à après l'accouchement. Je te donne ce lien, le lien qui t'unit aux générations futures, qu'il soit comme ta chevelure, le droit chemin que tu ouvres pour ton enfant. Si tu donnes naissance à un garçon, puisse-t-il parvenir à exhaler l'odeur des porcs, des chèvres, des poissons et des tarots de grosse taille. Puisse-t-il vivre dans la lumière du jour à jamais. La sage-femme masse tous les soirs la jeune femme avec de l'huile de porc et lorsque elle arrive au 9e mois de grossesse, la future mère doit tailler une fine lame de bambou qui servira plus tard à couper le cordon ombilical. Elle confectionne également un sac qui recevra le placenta et le cordon ombilical. Pendant toute cette période, il y a beaucoup de tabous, des activités interdites.
La femme ne doit pas s'éloigner du village, par exemple, elle n'a pas le droit de se baigner, d'aller sur le port à marée basse. Elle peut aller travailler dans les champs de taro, mais elle doit porter sur elle le petit couteau que lui a confectionné son mari. Et si elle s'assoit, elle doit faire le geste de couper le sol pour que les morts ne viennent pas. Elle doit aussi serrer les jambes pour ne pas être pénétrée par l'un d'entre eux, car s'il y avait le viol d'un mort, eh bien cela donnerait naissance à des jumeaux, le second né étant considéré comme l'enfant du mort. Et cet enfant serait donc un danger pour la société et il doit mourir étouffé. Donc c'est très important de ne pas se faire violer par un mauvais esprit lorsque l'on va dans les champs. Le père est aussi soumis à différents interdits. Par exemple, il n'a pas le droit de pêcher avec son groupe de pêche habituel. Il ne peut que pêcher seul. Et à partir du 6e mois, les rapports sexuels sont interdits entre les époux. Ils font souvent même chambre à part, voire maison à part à ce moment-là. Au niveau de la nourriture, la femme enceinte devient celle qui choisit sa nourriture. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et donc, le mari doit lui apporter ce qu'elle demande, de la viande, etc., dans la mesure du possible, bien sûr. En ce qui concerne les poissons, eh bien, les yamés les répartissent en 2 grandes catégories. Une étant les poissons des femmes, ou les vrais poissons. Ils sont petits, gracieux, colorés, savoureux. Et les autres sont appelés les poissons des hommes, ou les poissons mauvais. Ils sont souvent plus grands, de couleur terne ou foncée, et à la chair ferme. Donc, la femme enceinte peut prendre des poissons parmi les poissons des femmes, avec certaines limitations en plus. Les hommes aussi ont d'ailleurs d'autres limitations dans les poissons qu'ils peuvent manger pendant la période de grossesse de leur femme. La liste des produits alimentaires interdits est très longue. Ce sont des interdits qui servent à protéger le fœtus de contagion, souvent par analogie. Alors ça peut être une analogie morphologique ou anatomique. Par exemple, une algue brune qui présenterait des renflements ne peut pas être mangée par la mère parce qu'il risque d'y avoir des boutons sur le corps du nouveau-né. De même, si la mère mange une variété précise de patelle, eh bien, l'enfant risque de présenter des cicatrices comme la varicelle ou la petite vérole. Un crabe avec une patte brisée ne peut pas être consommé parce que l'enfant risquerait de naître estropié, etc., etc. Voilà, donc il y a beaucoup d'interdits de ce style-là pour la mère, mais également pour le père. Il y a également des analogies de comportement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas manger du calamar parce que sinon l'enfant risquerait de marcher à reculons. Certains aliments sont aussi dits toxiques. Ils pourraient produire des troubles de la parole ou des bégaiements. Et puis, si le nom du poisson ressemble très fort au nom d'une maladie, eh bien, il ne faut pas consommer ce poisson-là non plus. Alors, Véronique Arnaud explique qu'aujourd'hui, donc en 1994, au moment où elle écrit cet article, les jeunes Yamés qui sont à Taïwan pour travailler observent ces interdits avec une certaine souplesse. Et pour les anciens, ce manque de respect des règles est l'origine d'une série de fléaux. Donc, il y a eu des épidémies, l'augmentation des troubles mentaux, de l'alcoolisme, de la criminalité, etc. Et donc, en fait, les interdits sont vus comme des charmes de protection. Ensuite, quand arrive le moment de l'accouchement avec donc les premières contractions, le mari va chercher la coucheuse qui vient avec un pot d'eau et de l'huile de porc pour masser la femme et guider la progression de l'enfant. Elle coupe le cordon ombilical avec la lame de bambou qui avait été préparée à cet effet. Elle lave le bébé, le masse, l'enveloppe dans des étoffes et le présente au père. Et puis elle aide également la mère à expulser le placenta, elle la lave, elle la masse aussi. Et elle présente à la mère puis au père le placenta et le cordon ombilical. Et le père doit les placer dans le sac qui a été conçu pour et enterrer ce sac sous le plancher au fond de la maison avec une grosse pierre posée dessus. À ce moment-là, le nouveau-né est appelé CKK, donc celui qui n'a pas encore de nom. On dit aussi que c'est un enfant esprit. Le même mot est utilisé pour désigner des êtres volants d'origine surnaturelle.
réputés pour leur beauté. Et donc les nouveau-nés sont considérés à ce moment-là comme des êtres précieux et vulnérables. Le rituel par lequel les bébés vont recevoir leur nom personnel a lieu traditionnellement le lendemain, mais parfois maintenant avec les enfants nés à Taïwan, il peut être à peu près une dizaine de jours après la naissance. Ils sont donc ramenés sur l'île pour effectuer ce rituel qui commence avec de l'aspersion d'eau puisée à la source du lignage sur le sommet de la tête du bébé et la prononciation de souhaits de longue vie. À cette cérémonie assistent non seulement les parents, mais également les grands-parents et la coucheuse. Ensuite, on nomme l'enfant, et c'est très important, car si c'est une première naissance, eh bien, les parents et les grands-parents du nouveau-né vont également changer de nom. Ils abandonnent leur nom personnel pour devenir père de ou mère de, suivi du nom de l'enfant premier-né. Donc pour le père, c'est Sian quelque chose, et pour la mère, Sinan quelque chose. Les grands-parents deviennent tous les deux Siapen, avec le nom de l'aîné de leurs petits-enfants. Et alors, quel nom est donné aux enfants ? Eh bien, c'est souvent un nom bas, un nom dépréciateur. Ça peut être quelque chose comme le paresseux, le mollasson, le petit, pour ne pas attirer l'attention des morts. Ces morts restent omniprésents dans la vie, et on utilise souvent des termes dépréciateurs pour désigner les autres, pour que les morts les laissent en paix en fait, parce que ça veut dire que ce ne sont pas des personnes intéressantes. La cérémonie au cours de laquelle le nom est donné à l'enfant se termine avec des formules rituelles de prospérité et de longévité. Il y a également d'autres rites les jours suivants, où l'on doit donner ou manger une nourriture déterminée, offrir des cadeaux à la coucheuse, qui revient s'occuper du bébé. Elle le pose dans un berceau hamac qui est fait d'un rectangle de toile de chanvre suspendu à des bambous tenus par des cordes tressées, et elle va dire au bébé « Je te mets dans ce berceau, petit enfant, ne pleure pas. Tu es un gros taro. Tu as l'odeur même du taro. La tête des taros se dresse hors de l'eau et reste toujours à la lumière. Toi, mon tout petit, te voilà dans ton berceau, que ton corps s'épanouisse comme dans l'élément liquide, et que ta tête, telle celle des taros, se dresse et reste toujours à la lumière du jour, à jamais. » Le bébé est assimilé à une pousse de taro, sachant que le taro est un tubercule qui ressemble un peu à la patate douce, parce que d'une part, il prend vie dans le liquide, le taro a besoin d'une culture irriguée, le fœtus se développe aussi dans le liquide, dans le ventre de sa mère. Et puis le taro, on dit aussi qu'il favorise la montée de lait chez la mère. Ensuite, comme un taro, eh bien, en grandissant, sa tête se redresse et il grandit avec le temps. Après cela, donc, il y a encore des autres rituels dans les jours suivants, de purification, d'offrande aux morts. Il y a toujours des interdits alimentaires qui diminuent progressivement jusqu'à ce que l'enfant arrive à marcher. Et ça, c'est le moment où les tabous de l'enfantement sont levés. C'est donc un processus qui prend environ 2 ans, auquel les 2 géniteurs participent ainsi que la sage-femme. Le père a un rôle important auprès de sa femme. Il y a une multitude d'interdits pour les 2 parents, desquels dépendent la survie et l'avenir de l'enfant. Et c'est peut-être aussi à cause du rôle si important du père dans la naissance de l'enfant que les mères célibataires sont souvent encouragées à avorter. Sinon, les conditions ne seraient pas favorables à sa naissance et à une croissance saine pour le petit enfant en fait. Nous voici donc arrivés au terme de cet épisode qui termine la série sur Véronique Arnault et le peuple des Yamé. C'était Florian Dai pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et bonne journée.